Monsieur Farhat Aitali, Monsieur le ministre, bonjour et merci de nous avoir encore une fois accordé un entretien et pris de votre temps. Dans cette seconde partie de cet entretien qui concerne le franc CFA et la nouvelle monnaie éventuellement qui serait mise en place à son remplacement, l'éco, la première question que j'aimerais vous poser, à ce jour, dans le contexte de non mise en application de l'accord d'Abuja, la France continue donc à contrôler les conseils d'administration des banques centrales des différentes zones monétaires liées à la zone franc CFA. De même, malgré les quelques changements symboliques qu'il apporte, l'accord d'Abuja maintient la France comme garant de dernier ressort de la nouvelle monnaie, l'éco, le taux de change fixe et la convertibilité ou la transférabilité totale des capitaux entre les pays africains, ces pays africains concernés par cette monnaie, et la Banque centrale de France. Alors, la question, en quoi l'éco, dans ces conditions, en quoi l'éco serait-il une monnaie de développement des pays africains qui vont l'adopter, contrairement au franc CFA? Bonjour, je vous remercie pour l'invitation déjà. Avant quand même d'aborder directement le vif du sujet en ce qui concerne le remplacement du fameux franc CFA par l'ECO, la nouvelle monnaie projetée d'ailleurs, c'est un projet qui date de 1983 à l'état d'esquisse et qui croyait pouvoir avancer jusqu'à 2020 avant d'être retardé justement pour des facteurs objectifs. Il faudrait peut-être faire un petit didacticiel pour exactement expliquer ce que peut être une monnaie avant tout, et une monnaie commune à un certain nombre de pays, avant d'arriver justement à cette fameuse monnaie commune africaine. Une monnaie, en fait, c'est quoi? C'est la transposition dans le domaine économique de la crédibilité d'un État, de la garantie d'un État ou de plusieurs États. Donc, c'est à partir de 1945 et à ce jour, il existe un franc CFA, une communauté financière africaine qui a pris la place du franc colonial pratiquement, parce que le premier franc CFA de 1945 du général de Gaulle était vraiment une monnaie coloniale. À l'époque, les colonies françaises n'étaient pas considérées comme des territoires français, mais des territoires sous domination française, donc on ne voulait pas les annexer au franc français directement. Il fallait quand même leur créer une monnaie qui soit liée économiquement à la France, qui soit une sorte de franc, mais qui ne soit pas réellement le franc français. Donc, c'est une garantie limitée. Mais après les indépendances, justement, pourquoi le franc CFA est resté après les indépendances? Vous allez me dire par emprise coloniale, vous allez dire aussi parce que certains pays africains n'avaient pas le courage d'aller affronter leur destinée en garantissant chacun sa propre monnaie. Je crois qu'il y a un peu de tout ça, mais il y a aussi le fait qu'il faudrait déjà avoir les moyens de garantir une monnaie. Donc déjà, ces États-là, à l'époque, pour certains jusqu'à présent, n'ont pas les moyens de garantir une monnaie. Une monnaie, ça se garantit par plusieurs facteurs, des facteurs économiques, des facteurs sociologiques, mais aussi des facteurs politico-militaires. Beaucoup de pays n'ont pas vu l'utilité ni les moyens de quitter le franc CFA jusqu'à récemment où pratiquement les nuisances de ce franc commun, de cette monnaie commune, se sont fait sentir beaucoup plus que les avantages qu'ils pouvaient en tirer dans le passé. Dans le passé, beaucoup de pays africains avaient une économie, je pourrais dire, de subsistance. Donc, beaucoup préféraient être directement liés, moyennant le transfert de leurs ressources naturelles vers l'Hexagone, être directement liés à la Banque de France et recevoir des subsides pour les États et aussi les besoins des populations qui étaient primaires à partir justement de cette économie dominante qui était l'économie française. Mais à un moment donné, bon, le monde a changé, les ambitions viennent avec le temps. Et il faudrait maintenant créer des économies africaines qui soient prospères, productives et surtout autonomes.
Donc, beaucoup d'États africains ont vu cette nécessité de changer de système monétaire et surtout de quitter une tutelle française qu'elles voyaient comme pesante, mais aussi comme improductive par rapport au passé. Seulement, je crois qu'on a mis la charrue avant les bœufs. Parce que maintenant qu'on a plus ou moins expliqué ce que pouvait être une monnaie et en disant que c'était justement la transposition économique de la puissance des États, ces États-là ne pouvaient pas passer d'une pratiquement monnaie commune qui avait un seul point commun, parce que tous ces États-là n'avaient de point commun que la dépendance justement vis-à-vis de la Banque de France et aussi vis-à-vis de la France tout court, et, dans d'autres domaines que monétaires. Ils ont cru possible de créer des coûts et pratiquement de l'émanciper de la garantie française. Mais il fallait le transférer vers une garantie africaine. Qui va garantir cette fameuse monnaie? Parce que cette monnaie commune n'a plus de points communs parce que toutes ces économies n'ont strictement rien de commun. Elles n'ont pas créé une symbiose, elles n'ont pas créé une synergie, elles n'ont pas de cadre global La, de coopération monétaire et même économique. Donc, de ce point une de vue, monnaie commune, juste une petite remarque et je vous laisse continuer votre développement. Euh, la question qu'on pourrait bien se poser légitimement, l'Union européenne. L'Union européenne, c'est quand même les conditions des pays européens ce ne sont pas celles des pays africains. Et en partant d'un certain développement économique, mais qui est quand même différentiel entre la France et l'Allemagne, la France et l'Italie, les pays du Sud et tout, on a imposé une monnaie commune, et mais l'euro finalement, euh, il n'y a pas eu le développement auquel on s'attendait. Au contraire, l'euro a ruiné l'Union européenne. Comment va-t-on réussir justement à réussir un exploit dans des pays africains qui sont encore dans des situations désastreuses? justement, toute la problématique est là. On a fait miroiter aux pays africains qui pouvaient avoir une monnaie commune avec des disparités économiques et même stratégiques gigantesques. Et en plus, avec l'intrusion et l'intervention quasi quotidienne du parrain du franc CFA, qui n'est pas du tout intéressé par une monnaie commune qui échappe à son emprise. Il ne faudrait pas aussi oublier que je ne vois pas comment la France pourrait accepter de lâcher sa proie pour de l'ombre, disons, pour pratiquement devenir étrangère sur un terrain qu'elle considère comme conquis de facto, après avoir donné des garanties pendant 60 ans, plus même, maintenant 80 ans. Mhm. Donc, ce pays-là ne va pas accepter de se laisser faire facilement, surtout que grâce à cette fameuse monnaie commune, il a une emprise directe sur les ressources de tous les pays impliqués dans cette monnaie. Ne sais parce que quand on parle de réserves déposées à la Banque de France, c'est quand même curieux. La Banque de France ne contrôle plus l'économie française, mais elle contrôle l'économie africaine. C'est malheureux de le dire, mais c'est un fait. Donc, en déposant ces garanties déjà, pratiquement, on se délaisse de quelques moyens de souveraineté économique. Et on ouvre un passage direct vers l'exploitation effrénée de ces ressources à travers cette fameuse Banque de France. Aujourd'hui, la France, on le sait, n'acceptera pas cette nouvelle formule. Mais maintenant, je crois que si certains de ces pays-là s'étaient émancipés individuellement, en risquant l'aventure de créer une monnaie nationale, ça aurait été beaucoup plus judicieux qu'une monnaie commune dans un ensemble hétérogène. Vous parliez de l'Europe, l'euro qui était censé être justement la monnaie de référence et de mise à niveau de toutes les économies européennes. C'est pas un nivellement, mais elle était censée être l'espoir pour justement certaines économies européennes qui n'étaient pas très fortes de prospérer avec le reste. C'est devenu non seulement un boulet qui plombe les économies pratiquement aux avant-postes, comme l'économie allemande et française, enfin du moins de leur point de vue, mais c'est devenu aussi un carcan qui empêche d'autres économies incluses dans cette zone euro d'émerger sérieusement. Beaucoup de pays qui ont rejoint l'euro ont vu justement leurs ambitions
et leur souveraineté en matière budgétaire, en matière pratiquement de politique publique, de politique industrielle. Ils ont vu cette souveraineté très restreinte par Bruxelles et par cette monnaie, justement, la Banque centrale européenne a fait chanter la Grèce qui, effectivement, n'était pas très disciplinée au plan monétaire et économique, mais qui avait des potentialités pour émerger. On se souvient quand même d'une crise où on les a classés comme mauvais élèves et on les a sanctionnés. Donc, si en Europe, où c'est des économies qui étaient censées être complémentaires avec un projet stratégique dont on voit maintenant certains côtés, même qui sont agressifs dans la crise actuelle, cette zone euro et une partie aussi des économies européennes qui ne sont pas impliquées dans la zone euro sont toutes entrées dans une croisade. Mais Mhm. malgré ça, les risques pour l'euro sont là et ils sont très, très importants. Et je crois même que les gens qui utilisent le dollar, particulièrement les États-Unis, et les Anglais aussi avec leur livre sterling, ne sont pas très intéressés par la prospérité de cette monnaie et qui n'ira pas très loin de mon point de vue. Hein. Ça tiendra le temps que tiendra justement toute cette coalition hétéroclite. Mais si on transpose ça dans des économies africaines qui, tout additionné, ne représentent pas le PIB du Portugal, et en plus, on veut y inviter le Nigeria, qui lui n'a jamais fait partie de la zone CFA. Mais on Mhm. veut l'inviter vers un écho qui lui-même est tributaire d'une intrusion de la France. Ça veut dire qu'au lieu de s'émanciper, on ramène de nouveaux clients. Ouais. Ça m'étonnerait fort d'ailleurs que le Nigeria accepte ce genre D'ailleurs, justement, ouais, le Nigeria et le Ghana ce sont eux qui bloquent justement les discussions sur la question de l'écho, parce que selon eux, c'est officiellement dit, en tout cas, que les cinq piliers qui gèrent le franc CFA, qui est le dépôt de 50% des réserves en devises dans un compte ouvert par la Banque de France, la convertibilité et la transférabilité totale entre ces pays, mais pas entre les pays africains entre eux, le taux de change, le taux de change euh, et la garantie de la monnaie par la France et aussi la présence d'administrateurs français au sein des Voilà. conseils d'administration des banques centrales des trois régions. Enfin. Alors, l'écho dans l'accord d'Abuja ou d'Abidjan qui a été signé à Abidjan, il y a deux clauses qui ont sauté, c'est le dépôt des réserves et la présence d'administrateurs français. Mais en revanche, comme vous l'avez développé à juste titre, la garantie totale de dernier ressort, c'est la France. C'est la France qui fixe le taux de change. Et je rappelle que 1 euro vaut 659,35 francs CFA. Oui. Oui. Et en plus de ça, la transférabilité. Donc, le Ghana et le Niger ont dit que les changements qui ont été introduits sont en réalité des changements cosmétiques et du moment qu'on garde le noyau dur du fonctionnement du franc CFA intact. Donc, c'est un changement de dénomination, mais bon, pour le Nigeria, quand même, qui est ce n'est pas la deuxième économie d'Afrique en termes de PIB aussi, en termes de ressources et en termes de démographie. C'est un géant, le Nigeria, malgré toute la problématique de sa gestion et ses problèmes internes sporadiques. C'est quand même une grande puissance. Donc, à mon avis, si vraiment il y avait volonté d'émancipation sérieuse, peut-être que se retourner vers le Nigeria comme une sorte de parrain local de ce nouveau regroupement aurait été plus judicieux que de l'inviter à un parrainage extramuros, un parrainage français. Donc j'estime que les autres pays auraient dû plus ou moins discuter plus sérieusement avec le Nigeria réellement d'une monnaie africaine commune, enfin africaine du moins pour le groupe qui s'est impliqué dans Non, mais dans ce projet c'est de que aussi nouvelle monnaie. le plus dramatique, c'est que ces pays, après, ils ne récupèrent pas les 50% de leurs réserves qu'ils déposent soit en dollars ou en Ben oui, euros, parce que c'est en contrepartie de ce dépôt-là que la France appuie sur le bouton achat manière du côté de Clermont-Ferrand
pour imprimer le franc CFA ou imprimer l'écho après. Donc, Oui, mais au fond, vous déposez des réserves en devises, on a bien dit en devises, pas dans la fameuse monnaie en question. Ce qui revient à dire que même pour les ventes opérées avec d'autres opérateurs, avec d'autres partenaires, par exemple la Chine ou les États-Unis, ou même le reste de l'Afrique, comme l'Afrique du Nord, les 50% de ces revenus doivent partir en devises à la Banque de France, qui, elle, se connecte à des monnaies en devise, moyennant l'émission d'une monnaie qu'elle seule peut non seulement voilà. émettre, mais en plus de ça, garantir et orienter au gré de ses intérêts. Donc, pratiquement, je dirais que c'est une prise d'otage volontaire, volontairement acceptée par les otages eux-mêmes. C'est une sorte de syndrome de Stockholm monétaire. Exact. Bien. Alors, la deuxième question, Monsieur Farhat Aitali, et je reviens un peu en arrière, n'est-il pas plus judicieux de commencer par un développement réel dans l'économie réelle de chacun de ces pays avant de penser éventuellement à l'utilité d'une monnaie commune? C'est-à-dire faire exactement ce que l'Europe a fait. Il y a comme un problème parce que l'Europe avait sa propre souveraineté nationale, enfin, par pays, et ses propres monnaies. Ces gens-là, quand ils se sont regroupés, ils avaient déjà leur monnaie pour une partie qui était des devises. Il y avait le franc belge, la lire italien, le pesetas espagnol. En fait, tout ce beau monde-là avait une monnaie convertible, avait une industrie, avait un embryon d'économie solide quand même, des industries qui tenaient la route. Donc, c'était un regroupement d'ambition. Mais là, ils sont déjà impliqués dans une monnaie commune qui les plonge vers le bas. Là, ce n'est pas un regroupement, là, c'est une tentative de quitter une prison vers une autre. Donc, je ne peux pas parler de développement individuel de chaque pays du moment qu'ils sont tous sous l'emprise de la même monnaie, du même système et de la même exploitation. Donc, il faudrait peut-être commencer, au lieu de faire une sorte d'évasion générale qui a été détectée à la clôture, essayer de s'évader un par un. Donc, si chacun d'entre eux essayait de se trouver une sortie raisonnable et avec des partenaires que chacun trouvera pour son économie en fonction de sa spécificité, donc en s'émancipant déjà progressivement un par un de cette tutelle que j'estime nocive, il pourrait après penser à un regroupement dans lequel, pourquoi pas, si cette histoire de monnaie commune à laquelle je ne crois pas trop, était utile, on pourrait même se joindre parce que l'Afrique ne se limite pas à la CDAO et encore moins aux anciens titulaires de ces comptes en CFA. Mais personnellement, je ne suis pas très partant pour des monnaies communes. Tant que les intérêts, les visions, les ambitions et les projets futurs ne sont pas communs. Et ça, je parle pour tout le genre humain. Donc, nous voyons avec l'euro ce qui se passe en termes de grincement de dents et d'électricité dans l'air en ce qui concerne les politiques nationales, les politiques économiques nationales. D'accord. Donc, pour continuer dans le même sens, Monsieur Farhat Aitali, donc, que pourrait faire, à votre avis, dans les pays africains pour recouvrer leur souveraineté monétaire et économique? Et éventuellement, comme vous venez de le dire, susciter un développement énorme de telle façon où pas uniquement les pays de la CEDEAO, mais pourquoi pas tous les pays africains pourraient penser à un développement harmonieux et complémentaire entre les différentes régions et peut-être dans le futur, pourquoi pas, si nécessaire, faire comme les États-Unis ont fait, arriver à une monnaie qui pourrait être une monnaie des États-Unis, par exemple, d'Afrique. Mais bon, ceci dit, les États-Unis d'Amérique ne sont pas une créature qui s'est faite pratiquement à partir d'États préexistants. On appelle ça État dans le jargon de l'époque. Aux États-Unis, c'était les 13 colonies. On peut dire que ça s'est fait en État. C'est beaucoup plus une autonomie vis-à-vis du pouvoir fédéral que des États au sens, je dirais, ethnique, démographique et politique du terme. Donc, on ne peut pas transposer. D'ailleurs, ils ont parlé des États-Unis d'Europe.
Mais Mhm. c'est une blague de mauvais goût, parce que quand vous prenez les États-Unis d'Amérique qui ont démarré avec les États, si vous prenez la Caroline du Sud ou le New Jersey ou je sais pas, un autre État, ethniquement, c'était homogène en termes de, je dirais, de revendications politiques vis-à-vis de l'Angleterre, c'était homogène. C'était à peu près les mêmes colons qui sont arrivés, qui se sont implantés de manière disparate sur un nouveau continent qui se sont partagés en colonies en fonction de l'avancée du colonialisme anglo-saxon là-bas. Ce n'est pas des États hétérogènes et des fois antagonistes. Quand ils ont voulu créer les États-Unis d'Europe, ils n'ont pas réussi. Quand les États-Unis partent en guerre, le gouverneur de Californie ne s'oppose pas à la guerre. Mhm. Ou le gouverneur du Nouveau-Mexique. On appelle ça un État, mais dans les faits, il a sa propre juridiction, un petit parlement local et tout. Mais par exemple, dans cette crise ukrainienne, nous n'avons pas des opinions disparates. Par contre, quand on parle des États-Unis d'Europe, ça ne veut rien dire concrètement. Bon, il y a la Commission européenne qui a voulu pratiquement prendre la tangente avec la monture collective faire sa propre politique, mais dans les faits, nous voyons bien que ni les intérêts, ni les stratégies, ni encore moins les peurs ne sont les mêmes chez tout ce beau monde. Alors, si on doit transposer encore ça à l'Afrique, qui souffre justement de divisions ancestrales et aussi de divisions entretenues par les actuels colons, il serait quand même difficile d'imaginer cette histoire d'États-Unis d'Afrique, à moins d'être d'un optimisme béat. Et je trouve, comme on le disait tout à l'heure en off, moi, l'optimisme, tant qu'il est réaliste, je suis partant. Mais avec les poules qui poussent de la Mais viande, je ne supposons pas. que si l'on commence par lancer, par rassembler les différentes compétences dans chaque pays et lancer des projets communs. Par exemple, le développement de l'agriculture de façon complémentaire entre les différents pays, le développement des infrastructures, le développement de l'industrie, c'est-à-dire vraiment Bien sûr, partir de on n'est bas. pas obligé. On n'est pas obligé de commencer directement par une structure politique supranationale Absolument, absolument. dont les ambitions pompeuses dépassent de très loin les projets concrets. Mais à la limite, les Américains ont tout ce qu'il faut comme complémentarité immédiate pour commencer des projets intégrants, des projets qui peuvent justement être le socle, ne serait-ce que d'une solidarité future et d'une complémentarité future. D'ailleurs, je crois qu'en ce domaine, les pays d'Afrique du Nord, l'Algérie en particulier, a des ambitions en la matière. Des ambitions qui restent maintenant à structurer, à les concrétiser, loin de tout idéalisme et je dirais même de toute naïveté. Parce que, au fond, comme on parlait de la fameuse puissance et d'autres puissances qui n'ont strictement aucun intérêt à ce que l'Afrique émerge de manière complémentaire, et il ne faudrait pas s'attendre à ce que justement ils se laissent faire ou ils laissent faire. Mais bon, il faut bien commencer quelque part. Il y a beaucoup de projets sur lesquels les Africains peuvent flancher je dirais même avant cette fameuse monnaie commune. Parce qu'ils y sont déjà, ces pays-là, je parle de ces pays en particulier, ils y sont déjà dans cette fameuse monnaie commune qui les ruine. Il faudrait peut-être commencer par classer les étapes, sortir déjà de cette monnaie commune sans se croire obligé d'entrer dans une autre monnaie commune. Et la preuve qu'ils ne peuvent pas entrer dans une autre, ils n'ont pas encore créé que le même coucou qui était le parrain de la première est venu s'accaparer la deuxième. Donc, pratiquement, on ne peut pas. C'est comme une sorte de transfert pénitentiaire. Ils ont quasiment changé de fourgon cellulaire, mais c'est le même geôlier. Donc, ça ne tient pas la route. Il faudrait peut-être que ces pays-là soient éventuellement aidés justement un par un par des pays voisins plus puissants, économiquement parlant, peut-être même moins dépendants en termes de souveraineté et pas du tout dépendants, comme certains pays d'Afrique, soit là pour justement les faire sortir et leur garantir non pas leur monnaie moyennant mais au moins de garantir que s'ils émettent une monnaie, ils peuvent économiquement compter sur la solidarité, sur le repêchage de leurs voisins et aînés africains, à condition bien sûr qu'ils ne soient pas repêchés au profit de l'ancienne puissance tutélaire. Parce qu'il y a aussi une instabilité politique qui fait que le temps d'entamer un processus
vers une émancipation quelconque. Certaines combinent certains coups de force, ramènent la chose à la case départ avec des gouvernances parfois, et il est regrettable de dire, qui sont erratiques et qui reviennent pratiquement dans le giron de l'ancienne gestion anti-intérêt des peuples africains. Donc, il faudrait les prendre un par un. Le premier qui veut s'émanciper, l'Afrique, ce qu'elle compte de puissant contre État, devrait l'aider justement à s'émanciper, à lancer sa propre monnaie et bien sûr à lancer sa propre économie. C'est le seul moyen de sortir de cette zone CFA. Et après, on verra bien s'il y a utilité à une monnaie unique ou pas. Ce n'est pas franchement ma tasse de thé, cette histoire de monnaie unique. Et on peut faire des économies complémentaires, solidaires et même des fois intégrées, sans être obligé de démarger à la même banque centrale. D'accord. Ben, je vous remercie, Monsieur le ministre, et pour votre patience et pour votre gentillesse, encore une fois, et j'espère vous retrouver dans une autre occasion. Merci beaucoup Merci, et mes meilleurs vœux pour le nouvel an. merci à vous aussi. Merci. Journée.